L'Europe devrait passer à la vitesse supérieure en matière de dispositifs de lutte contre la corruption. C'est la conclusion du rapport que vous avez présenté cette semaine, Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été tour à tour ministre délégué aux Affaires européennes et au budget, puis ministre de l'Intérieur et enfin Premier ministre de François Hollande. Vous êtes aujourd'hui avocat et président du Club des juristes. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous savez que vous êtes sur la chaîne de la francophonie. Votre rapport s'intitule « Pour un droit européen de la compliance ». Alors c'est quoi cet anglicisme? Petite explication de texte avec notre linguiste maison, le professeur Bernard Cerchini. C'est un monstre. Cet anglicisme est condamnable car il est inintelligible. On ne peut pas le comprendre à l'aide de la langue française. Comment traduire l'anglais compliance? C'est évident. Conformité, respect, compatibilité. C'est tout simplement la conformité d'un texte à une législation, ou le respect d'une législation, ou la compatibilité d'une nouvelle règle avec un système de règles. Nous avons tout ce qu'il faut depuis longtemps en français pour éviter ce farouche anglicisme. Bernard Cazeneuve, vous voilà attaqué. Pourquoi pas tout simplement rapport sur la corruption? Écoutez, moi je suis un ardent partisan de l'utilisation des concepts français, de la langue française, y compris dans le domaine d'intervention qui est le mien, où je vois beaucoup de confrères et beaucoup de clients s'exprimer régulièrement en anglais. Et mes confrères, là où j'agis, savent à quel point ça m'irrite. Alors la compliance, c'est un mot qui est rentré dans la terminologie des mots qu'on utilise régulièrement pour dire effectivement conformité. La conformité, la compliance, c'est quoi? C'est la volonté de faire en sorte que dans les entreprises, des pratiques, des dispositifs soient mis en place qui permettent en matière de prévention et de lutte contre la corruption, mais aussi en matière de protection des données personnelles, de droit de la concurrence, ou encore en matière de responsabilité sociale des entreprises, de faire en sorte que le respect des règles et des normes devienne un avantage compétitif dans une économie globale. Et on va y venir. Vous avez donc présenté ce rapport au niveau européen et français, un rapport de plus sur la corruption, avec le risque qu'il reste dans les tiroirs, ou est-ce que vous sentez une vraie envie de changement? Bon, je serais assez tenté de vous dire que ce n'est pas un rapport de plus, puisque les thèmes que ce rapport aborde sont des thèmes qui n'ont pas encore été mis sur le métier jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup de rapports contre la corruption, la manière de bien la prévenir, sur la nécessité de rehausser les dispositifs législatifs. Mais là, il s'agit d'un sujet particulier. Qu'est-ce que nous avons fait en France, à travers notamment les lois de 2013 qui ont permis l'instauration de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le parquet national financier, les lanceurs d'alerte, la loi Sapin 2 qui met en place un véritable dispositif de prévention de la corruption dans les entreprises. Comment ces outils nouveaux sont-ils montés en puissance? Comment améliorer leur fonctionnement? Parmi les dispositions que ces lois comportent, quelles sont celles que nous pouvons étendre pour mieux les utiliser? Je pense à la Convention judiciaire d'intérêt public qui introduit en droit français ce que l'on appelle la justice négociée, c'est-à-dire que lorsqu'une infraction pénale de corruption grave est commise dans une entreprise, pour que la sanction soit dure et immédiate, on met en place cette convention, en contrepartie de quoi l'entreprise accepte de mettre en place en son sein des plans de remédiation. Alors le deuxième objectif du rapport, c'est de faire en sorte qu'on ait des propositions européennes qui permettent d'harmoniser, d'unifier le droit de l'Union européenne. Et c'est tout l'objectif de ce rapport, puisqu'on va et c'est le en voir. ça qu'il est un peu novateur. Vous appelez un sursaut dans la lutte contre la corruption. Quelle forme prend-elle en Europe? On fait le point avec Grégory Fontana. La corruption en Europe coûterait entre 120 et 900 milliards d'euros chaque année, soit de 1 à 6% du PIB des pays européens. La corruption, autant de pratiques opaques, multiformes. Depuis la corruption, disons, du quotidien, la petite corruption qui est plus présente dans les pays d'Europe centrale et sur laquelle, par exemple, la Suède est complètement immunisée, ou la corruption plus large, plus transnationale, qui implique des grandes entreprises qui verseraient des pots de vin à l'étranger, à des agents publics, ou qui blanchiraient le produit de cette corruption ensuite dans différents pays, y compris dans l'Union européenne. Ça peut être le petit entrepreneur qui obtient un permis de construire à l'échelon local auprès de la mairie, donc en France ça existe bien sûr, également ailleurs, ou ça peut être le pot de vin versé aux policiers pour éviter l'amende. Manipulation des règles des marchés publics, favoritisme, et la liste est encore longue, autant de pratiques
pas toujours évidente à déceler. Comment la mesurer? Comme la corruption, donc une infraction occulte, compliquée à mesurer, il n'y a pas de chiffres qui font consensus, pas de méthodologie. On peut se fonder sur des indicateurs tels que la mesure de la perception de la corruption ou essayer d'évaluer les sanctions prises par les États, le nombre d'enquêtes ouvertes, le montant des amendes prononcées. Tous les pays ne sont pas exemplaires. Selon le dernier classement établi par l'ONG, l'Europe est la région du monde qui obtient les meilleurs scores. Parmi les 20 pays les plus vertueux, 14 sont membres de l'Union européenne, Danemark, Suède et Finlande en tête, la Hongrie, la Grèce et la Bulgarie étant les plus mauvais élèves. Bernard Cazeneuve, on le voit, l'Europe n'est pas le plus mauvais élève, mais est-ce qu'il y a du laxisme? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et même si des pays comme le Royaume-Uni, avec le UKBA, United Kingdom Bribery Act, ou la France avec la loi Sapin, l'Allemagne, l'Italie, ont pris des dispositions pour prévenir et lutter contre la corruption, pour permettre aussi, comme le disait la représentante de Transparency International, la poursuite de la corruption commise à l'étranger, pour pouvoir condamner ceux qui sont coupables de corruption d'agents publics étrangers. Beaucoup reste encore à faire. Alors que faut-il faire? Puisque les progrès ont été accomplis dans les pays, qu'il y a une volonté de l'Union européenne. C'est très inégal quand même entre certains pays de l'Union européenne, entre la Roumanie qui lutte activement contre la corruption et l'Allemagne. Comment on fait pour harmoniser tout ça? Et c'est bien là le sujet. Entre des pays comme la Roumanie qui limoge le procureur général, qui se propose de poursuivre des responsables politiques qui ont commis des infractions graves, et la France ou l'Allemagne qui mettent en place des dispositifs nouveaux, il y a un gap. Donc comment on harmonise? Justement, faisons en sorte que le droit de la corruption devienne un droit européen. Alors comment est-ce qu'on crée les conditions pour intégrer dans le droit de l'Union des dispositions qui ont déjà été énoncées par l'OCDE ou qui sont déjà intégrées dans le droit d'un certain nombre de pays de l'Union comme la France ou l'Allemagne? On propose la mise en place de 3 grandes directives. Une directive pour intégrer dans le droit de l'Union européenne les principes de l'OCDE et notamment les principes énoncés dans la Convention de 97 relative à la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers. C'est important de le faire. 23 États sur les 27 ont déjà ratifié ce texte. Il faut l'introduire dans le droit de l'Union. Deuxièmement, il faut introduire dans une nouvelle directive des dispositions beaucoup plus contraignantes concernant la lutte contre la corruption privée, en faisant en sorte de pouvoir poursuivre les actes de corruption menés par des individus à l'étranger, par des entreprises à l'étranger. Troisièmement, il est indispensable de mettre dans une directive de bonnes pratiques. On va transposer dans le droit de chacun des pays la directive sur les lanceurs d'alerte. On peut, en matière de cartographie des risques, de dispositifs préventifs dans les entreprises qui répondent à un certain nombre de conditions de seuil, mettre en place des outils qui permettront de prévenir la corruption. Et puis, il faut intégrer dans les actes dits dérivés de droit européen, par exemple les dispositions relatives au code des marchés publics, c'est déjà le cas, des clauses anti-corruption qui ferment le marché intérieur aux entreprises qui ont été coupables d'actes de corruption. Ça vaut aussi pour un certain nombre de directives ou de dispositions sectorielles concernant les assurances, les banques qui conditionnent le développement d'activités au respect de règles anticorruption. Et pour les accords économiques de nouvelle génération, les accords de libre-échange, les accords économiques, on doit pouvoir priver les États qui bénéficient des avantages de ces accords, de ces avantages, si ces États n'ont pas donc toute une série de mesures, on l'a bien compris. Est-ce que, si on élargit un petit peu le cadre, on voit que la corruption alimente la défiance entre les citoyens et les institutions. C'est l'expression d'une crise de gouvernance en Europe aussi? Il y a une montée des populismes en Europe, il y a une crise en Europe et pas seulement en Europe. Vous avez tout à l'heure présenté un reportage sur ce qui se passe aux États-Unis qui montre que la démocratie est profondément malade de la relation des citoyens aux élites et au pouvoir politique. Il faut donc restaurer la confiance que les citoyens ont dans leurs institutions, dans leurs élites, dans les gouvernements. Et cela ne se fera pas sans l'introduction dans le droit de l'Union européenne, puisqu'il s'agit de l'Europe, de dispositions qui harmonisent le droit de l'Union en matière de lutte contre la corruption, en matière de RSE également, tout ce qui vise à faire en sorte que dans les entreprises on protège davantage les droits de l'homme, l'environnement, la santé, et de nature à envoyer le signal d'une Europe qui protège, d'une Europe qui respecte les aspirations profondes de l'opinion publique et d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, à voir d'autres pratiques prévaloir dans le marché intérieur. Bernard Cazeneuve, merci beaucoup d'être venu présenter ce rapport sur TV5 Monde. Bonne soirée, merci à vous. À bientôt.